Cette période de début janvier est un vrai bonheur pour les automobilistes urbains. Qui dit vacances scolaires dit fluidité sur la route, donc moins de stress, donc moins aussi de consommation et surtout plus de temps pour soi, ce qui est le cas de votre serviteur qui vient de s'octroyer 10 minutes pour converser avec les personnes qui animent la France Libre et que je vais vous présenter dans quelques instants. Mais tout d'abord, bienvenue à vous qui nous regardez, la France Libre avec le CNTF-CH et avec Philippe, avec Bruno et avec Christiane. Bonsoir messieurs, dames. Bienvenue. Bonsoir. Bonsoir, Bonsoir à toutes. Alors merci pour le rappel de la France libre parce qu'on a besoin de liberté. Et aujourd'hui, on va traiter d'un sujet, alors que je vais peut-être présenter tout de suite. C'est l'agriculture libérée par le CNTF-CH. On va voir comment et pourquoi. Là, pour l'instant, j'ai juste envie de vous parler de choses de l'actualité, hein. Alors, est-ce que les terres agricoles privées pourraient être nationalisées par la loi de la restauration de la nature? Point d'interrogation. Loi de la restauration de la nature, c'est une loi en cours, hein. C'est une loi en cours de vote, et qui dit plein de choses. Mais elle dit aussi que, voilà, cette loi permettre de confisquer, tout simplement nationaliser des terres privées, des paysans, au motif que ça ne respecte pas un certain nombre de choses de l'écologie. Et alors, quand on sait que les paysans sont suivis, marqués à la culotte, comme on dit en football, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de marge de manœuvre pour faire ce qu'ils veulent en termes de produits à utiliser pour l'agriculture, eh bien, on se dit qu'est-ce qui pourrait leur arriver de pire si jamais ils sortaient des clous, comme on dit, hein, et qu'ils utilisent des produits non autorisés. À ce moment-là, on pourrait, en guise de punition, et pour favoriser l'éclosion d'une nature naturelle, etc., eh bien, on pourrait leur confisquer leurs biens, leurs terres. Donc ça, c'est quand même une épée de Damoclès importante, et on a aujourd'hui la paysannerie qui est dans la rue pour plein de raisons, et je pense que cette loi fait partie de ces raisons. Voilà. Et puis, faut-il donner sa confiance aux médecins qui ont soutenu l'injection et qu'ils ne s'excusent pas de leurs erreurs? C'est une question qui est posée sur Internet que j'ai cru bon de vous restituer ici. J'ai pas la réponse. Je voudrais aussi parler rapidement, mais fortement, du tremblement de terre au Japon qui a eu lieu en ce début d'année à une échelle de 7,5 sur l'échelle de Richter qui en fait 7, hein, je rappelle. Donc c'est énormissime, et ça a été suivi d'un autre tremblement de terre à Los Angeles d'une intensité de 4,1. Alors ils attendent à Los Angeles le fameux Big One, vous savez, cet immense tremblement de terre qui va faire s'écrouler Los Angeles ou San Francisco, on ne sait pas. Et voilà. Et au Japon, je dirais, c'est l'entrée d'une saison qui promet. C'est-à-dire qu'il y a des années comme ça où tout ce qui concerne les tremblements de terre, ça va être plus important que d'autres années. Alors évidemment, on se pose pas ici la question de savoir si ce sont des tremblements de terre naturels ou qui aurait pu être aidé d'une manière ou d'une autre par la main de l'homme. Voilà. Voilà ce que je voulais dire dans un premier temps, et je laisse la parole. Merci Philippe. Alors je reprends la suite tout de suite en rebondissant sur ce que tu as dit, notamment en ce qui concerne les médecins, parce que il semblerait que la Macronie essaye à tout prix de fonctionnariser les médecins en n'augmentant pas, comme elles devraient l'être, les consultations, et en essayant que la plupart des médecins deviennent des fonctionnaires de l'État, tout simplement pour pouvoir mieux les contrôler. Deuxième chose, encore une bonne surprise entre guillemets, début janvier, donc à partir de maintenant, la taxe de consommation du gaz double d'un seul coup, alors que les prix du gaz baissent. Eh bien, pour les pauvres citoyens, malheureusement, à cause de ça, le prix du gaz va continuer à augmenter. Même chose pour l'électricité, alors que quand je regarde en Espagne, par exemple, eh ben, les prix de l'électricité continuent à baisser. Et de même pour les carburants. En Espagne, le samplon 95 aujourd'hui était à 1,36 €. Donc, ça montre la différence entre les taxes françaises et les taxes espagnoles. Et oui, et je sais pas ouais. quel est le prix de la lettre commandée en Espagne. En tout cas, là, ça a pris 1 € et quelques. C'est 6,71 € la lettre commandée maintenant. Tout à fait. Alors, Alors, c'était 5,50 je crois. Donc, c'est une inflation énorme. C'est Exactement. Et donc, on marche sur la tête, comme le disent les agriculteurs qui manifestent depuis un mois, alors que personne n'en parle, d'où le sujet de l'émission d'aujourd'hui. On marche sur la tête et l'agriculture sera libérée par le CNTF-CH.
On marche sur la tête aussi en matière de réchauffement climatique, parce qu'on vient de nous annoncer que une vague de froid arrive et que en ce moment déjà au Danemark et en Russie il fait moins 40. Donc les températures sont loin d'un réchauffement. Donc ça permet de voir à quel point souvent les pseudo-scientifiques qui suivent la pensée unique se trompent volontairement. Mais tu sais, Voilà Bruno, ce que ils je ne voulais disent dire. plus le réchauffement climatique, maintenant ils disent le dérèglement climatique, parce que ça peut partir Eh dans les oui, deux sens, comme ça les arrange bien. euh, Ah oui. exactement. Et puis je voulais terminer quelque chose en disant quelque chose sur donc nos adhérents, sur nos membres. Eh bien, l'année nouvelle commence. Donc pour tous ceux qui s'étaient inscrits l'année dernière et dont l'inscription arrive à échéance, eh bien, on vous engage, on vous propose de vous réinscrire d'une part, et puis d'autre part, si vous avez des dons à faire, bah, ils seront les bienvenus parce que c'est comme ça qu'on subsiste, qu'on arrive à subsister malgré la censure et malgré tout ce qu'on fait contre les résistants dont on fait partie. Voilà ce que je voulais dire pour continuer. Engagez-vous qui disait, engagez-vous. Moi aussi j'ai de l'information. Faites attention quand vous faites vos courses au petit logo avec la grenouille sur les aliments. Si jamais vous voyez ce logo, c'est que il y a des petites bestioles à l'intérieur de vos aliments. Vous savez les petites choses microscopiques dont on a déjà parlé. Donc elles sont signalées et par la suite ça va disparaître. Hein. La signalisation évidemment va disparaître, mais dans l'immédiat elle y est. Donc c'est un logo avec une petite grenouille. Il y en a notamment dans le chocolat, il y en a dans le café, il y en a. Faites attention quand vous faites vos courses. On va regarder l'actualité en images. Le thème, quel cap pour Emmanuel Macron en 2024. On se retrouve juste après. Dit qu'il veut accélérer sa politique. En fait, le président Macron nous fait des vœux de malheur. Parce que c'est quoi le résultat de sa politique? Vous le voyez bien, c'est une baisse de pouvoir d'achat dans l'année pour la plupart des Français. C'est des services publics, je pense aux hôpitaux publics qui sont dans un état absolument lamentable. Regardez les urgences à l'hôpital de Strasbourg qui se font maintenant, l'accueil se fait maintenant sur le parking. Et je rappelle que pour 2024, eh bien, par exemple, il y a 2 milliards d'économies prévues dans les hôpitaux publics. Donc, c'est des vœux de malheur. Il nous parle d'un rendez-vous avec les Français courant janvier. Vous en attendez quoi de ce rendez-vous? À chaque fois, il nous dit il y aura tel rendez-vous, etc. Bon, il en ressort jamais rien, mais j'ai envie de dire les Français sont épuisés de tout ça. Je pense qu'ils ont envie qu'on réponde à leurs premières préoccupations, et je les rappelle, ces premières préoccupations, c'est la santé, c'est le pouvoir d'achat et c'est l'environnement. Qu'a fait ce gouvernement pour ça? Eh bien, à mon sens, rien. Au contraire, il a empiré la situation. Il devait y avoir un conseil des ministres ce matin. Il a été décalé à mercredi prochain. Certains disent qu'il y a un remaniement dans l'air. Est-ce que vous pensez qu'il faut qu'Elisabeth Borne, notamment, quitte l'Élysée, quitte Matignon? Elle n'y est pas encore à l'Élysée. Ouais, j'ai envie de dire... peu importe s'il y a remaniement ministériel ou pas, si c'est pour refaire la même politique. C'est une politique depuis 7 ans de la part du président Macron. C'est une politique au service des plus riches, au service des multinationales. Une politique qui a vu passer quand même le nombre de personnes qui souffrent de la faim dans ce pays de 6 millions en 2017, 6 millions de personnes à 11 millions de personnes aujourd'hui. On a une personne sur 6 qui souffre de la faim dans ce pays. Le président Macron a plongé ce pays dans la faim, a plongé ce pays, en tout cas une grande partie du pays, dans la pauvreté. Je pense aux salaires qui ont encore diminué. Les salaires réels ont diminué encore cette année. Les prix continuent à flamber et il n'y a pas de fatalité. Parce qu'il nous parle de réarmement. Mais en fait, le président Macron, c'est vraiment l'impuissance totale de l'État. Il n'y a pas de fatalité à tout ça. Par exemple, on sait que la première cause de l'inflation, c'est quoi? C'est les super profits des multinationales. On a proposé une loi le 30 novembre avec la France Insoumise, nos partenaires. Ils ont proposé une loi pour bloquer ces super profits et ainsi contrer la flambée des prix. Et bien ça a été rejeté à 4 voix près, notamment par la Macronie. Actualité en images, des vœux de malheur de la part de notre surveillant chef. Écoutez, Alors c'est vrai que je trouve qu'il n'y a pas de différence. Ces discours politiques sont toujours les mêmes. On entend parler toujours des mêmes discours, toujours la même chose. Les Français sont épuisés. Oui, certes, ils sont plus épuisés maintenant parce qu'on en rajoute un peu trop. Néanmoins, c'est le but. C'est le but que les Français soient dans la sidération et que, eh bien, ma foi, ils en aient ras-le-bol et qu'ils soient dans une énergie très basse, de façon à ne plus avoir le courage d'agir, de réagir. Donc, moi, j'exhorte les Français à
à retrouver leur peps, d'être autonome le plus possible et sans tomber dans la peur. Et voilà, donc dans la vie, la douleur est inévitable, mais la souffrance est une option. Donc j'encourage chacun à ne plus écouter ces discours de malheur et de créer son propre... Ouais, on a des petites coupures, Christiane, on va te reprendre tout à l'heure. Philippe? Non, je voulais laisser parler Bruno d'abord, qui avait des choses. réalité positive. D'accord. Voilà, exactement, Christiane. Et moi, ce que je voulais dire, c'est que quand on écoute les insoumis, ils font des constats qui sont réels. Ils dénoncent des choses qui sont tout à fait vraies. Par contre, eux, ils apportent les mauvaises solutions. C'est-à-dire que avec eux, c'est le retour, je dirais, au stalinisme. Et c'est aussi là aussi, contrairement à ce qu'on peut imaginer, eh bien, ils restent dans le système et ils sont complètement inscrits dans l'Union européenne et ils ne veulent surtout pas sortir de cette Union européenne et ils ne veulent surtout pas apporter des solutions pour que le peuple soit vraiment souverain. Avec eux, on se retrouverait dans une situation telle qu'elle existait en Union soviétique dans les années 30. Ouais, mais ça c'est la majorité des gens de la France insoumise, hein. On peut citer également Mélenchon, etc. Mais il y en a quand même quelques-uns, hein, c'est comme partout. Il y en a au moins un ou deux, voire peut-être trois, qui eux prônent un petit peu ce que nous voulons comme nouveau paradigme. Oui, mais pas uniquement chez les insoumis, hein, parce que dans tous les politiciens, il y en a quand même certains qui se rendent compte de ce qui se passe et qui voudraient que le système change. Mais c'est difficile parce qu'à partir du moment où ils sont inclus eux-mêmes dans le système avec des bonnes rémunérations, eh bien, c'est difficile de se tirer une balle dans le pied. Oui, et pour conclure sur la prestation de cette dame au micro d'une autre, l'une et l'autre sont dans leur fonction, j'ai envie de dire. Hein. Et je dirais pas qu'elles sont dans leurs pantoufles parce que je voudrais pas exagérer, mais elles sont tranquilles, quoi, aussi bien d'un côté que de l'autre. Aussi bien du côté de la journaliste que du côté de la politicienne, du politicien qui lui se dénonce, hein, c'est son métier. Alors effectivement, les vœux de malheur, c'est un mot qui frappe. Mais ils ne sont bons qu'en communication. S'ils prenaient la place, ferait-il mieux? Nous avons des bonnes raisons d'en douter. Et surtout de voir la réaction de cette journaliste d'une placidité totale, comme si chacun jouait son rôle sans qu'il y ait d'émotion à mettre derrière tout ça, quoi. Or, d'émotion, il n'y a que ça. Les gens qui souffrent sont dans l'émotion, dans l'émotivité en tout cas. Et là, c'est pas du tout pris en compte. Donc, on est vraiment, on est en train de regarder une pièce de théâtre avec des personnes qui disent leurs arguments, qui vident en quelque sorte leur sac. Et puis une fois que c'est dit, tout le monde rentre à la maison. Mais quelles sont les conclusions? Il y en a pas. Quelles sont les actions? Il y en a pas. Il peut pas y en avoir. Chacun est dans son rôle et ces rôles sont bloqués, sont totalement bloqués par le jeu de la politique. Alors nous, ce que nous disons, c'est qu'on va changer au sein du CNT-FCH. On ne va pas faire de la politique avec les politiciens, tout simplement, ni avec cette dame, ni avec les autres. Et on va traiter les problèmes directement sans représentation et par tirage au sort, comme ça se faisait dans la Grèce antique et comme ça a super bien marché à ce moment-là. Donc voilà ce qu'il faut peut-être, le message qu'il faut passer aux Français, c'est qu'on a des brillants communicants qui arrivent à la conclusion que finalement, il se passe rien parce que finalement, il peut rien se passer. Donc c'est particulièrement anxiogène comme situation. Hein. Donc, si demain on dit, non, il y aura plus avec le CNT-FCH, il y aura plus de représentants politiques qui ne représentent plus qu'eux-mêmes, qui savent dire très bien les choses, mais qui n'ont aucune conclusion et aucun moyen de faire avancer les choses dans le bon sens. Au contraire, ceux qui sont en poste, eh bien, ma foi, font avancer les choses dans le sens de leurs intérêts ou de ceux qui sont au-dessus d'eux, qui ont aussi des intérêts à faire valoir. Donc, nous, le peuple, on est condamné à souffrir encore longtemps comme ça. Ça va durer combien de temps? Donc voilà. Donc, c'est intéressant. C'est effectivement intéressant de constater qu'on n'a pas de solution pour faire avancer les choses. Voilà ce que Et on peut également conclure par soi-même en se promenant dans les centres-villes, bien qu'il y a de plus en plus de misère, il y a de plus en plus de gens qui sont là, dehors, qui demandent de l'argent ou qui demandent directement à manger et le phénomène s'amplifie de plus en plus. Bien sûr, et aujourd'hui on a un corps de métier qui est en train de bouger, de trembler sur ses bases, qui est celui des agriculteurs. L'agriculture française est en train de bouger, comme elle a souvent bougé par le passé. Parce qu'elle avait, il y a eu les bonnets rouges, il y a eu un tas de choses, il y a eu les élevages en Bretagne, qui est une forte concentration d'agriculteurs, la Bretagne. Mais il n'y a pas que la Bretagne, il y a tout le sud-ouest.
qui représente énormément d'agriculture. Donc ces gens se posent des questions et on a des témoignages de ces gens-là de façon directe ou indirecte qui nous disent quoi? Qui nous disent que peut-être qu'ils se sont fait leurrer par l'Europe. Ah, peut-être. Ouais, effectivement, parce que là ils sont en train de se dire mais si jamais l'Ukraine rentre dans l'Europe, mais on peut changer de métier quoi. Et des questions. L'Ukraine rentre dans l'Europe. Ouais. C'est le problème. Le problème, c'est que les agriculteurs, ils sont pris dans un étau avec trois écrasements. Le premier écrasement, c'est les normes européennes. Le deuxième écrasement, c'est l'augmentation des prix de l'énergie et des prix des produits des phytosanitaires et autres. Et le troisième écrasement, c'est l'écologie punitive. Donc, à partir du moment où on est agriculteur, on est obligé de subir tout ça, et c'est absolument scandaleux de voir que certains agriculteurs n'arrivent même pas à gagner le SMIC alors qu'ils travaillent 100 heures par semaine, voire plus. Et en plus de ça, on a la concurrence, comme tu l'as dit Philippe, de pays étrangers, alors qu'on pourrait permettre aux agriculteurs français de relever la tête, comme ça se passe dans certains pays nordiques où les agriculteurs sont extrêmement mieux considérés et beaucoup mieux payés qu'en France. Et puis il y a aussi le problème des intermédiaires entre les producteurs et les distributeurs. Et nous, ce qu'on préconise depuis longtemps au CNTF-CH, c'est les circuits courts, c'est-à-dire que les agriculteurs puissent vendre directement au peuple. Et ça devient de plus en plus possible, notamment grâce à Internet ou grâce à des groupements d'agriculteurs, grâce à des coopératives. Et puis, il faut vraiment arrêter avec l'écologie punitive. Il faut bien se rendre compte qu'on a la capacité de pouvoir produire des produits agricoles et une nourriture de qualité avec des techniques qui sont déjà connues depuis longtemps, d'agriculture biologique, avec notamment du compostage, avec le retour des haies qui permettent de maintenir l'eau, qui évite notamment certaines inondations et qui permettent aussi de servir, je dirais, de logement pour des petits animaux, qui permettent à l'écologie réelle de fonctionner et donc à partir de là on aura un cercle vertueux qui va se faire, alors qu'actuellement on a complètement détruit les paysages, on a créé des grandes zones d'agriculture extensive et finalement on arrive aux limites de productivité qui d'ailleurs a commencé à baisser depuis quelques années parce qu'on est arrivé à un maximum et en plus on épuise les sols, etc., etc. Donc tout ça, c'est quelque chose que les agriculteurs doivent pouvoir maîtriser par eux-mêmes avec une souveraineté qu'ils ont perdue. Donc nous, on veut que les agriculteurs retrouvent une souveraineté et que la France redevienne ce qu'elle a été, un des premiers producteurs agricoles du monde et en même temps avec des produits de qualité. Pour tout ça, Bruno, il faut effectivement revenir à l'exploitation moyenne, qui faisait la force de la France agricole, alors qu'aujourd'hui, on va vers des tendances d'exploitation concentrée, donc des exploitations très 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 puissantes, avec des noms comme Nestlé, avec des noms comme Monsanto, avec des noms des grandes sociétés qu'on pourrait citer, qui deviennent propriétaires terriens et qui veulent des exploitations rentables et de façon gigantesque. Et pour faire une agriculture qui va s'exporter dans le monde entier, mais pas forcément en France. Alors que nous, on va aller acheter du blé ukrainien, nous, on va vendre le nôtre au Chili, que sais-je encore. Donc ça, c'est totalement dérégulé, et les agriculteurs ne sont plus maîtres du jeu. Donc c'est ça qu'il faut leur redonner, c'est effectivement une capacité à devenir maîtres de leur travail, tout simplement, avec un marché sur lequel ils vont pouvoir vendre leurs biens. Qui auront été cultivés avec une agriculture raisonnée, c'est-à-dire notamment propre, ce qui est essentiel. Par parenthèse, aujourd'hui, on les accuse de polluer les sols, mais c'est un bien mauvais procès à mon sens, dans la mesure où justement l'écologie en tout genre et dans tous ses états les tient à la gorge pour millimétriquement vérifier s'ils utilisent bien les bons produits qui sont validés par le système en quelque sorte. Donc, quoi qu'il arrive, ce sera le système qui aura imposé son agriculture, et non plus l'agriculteur qui, fort de ses plusieurs générations d'expérience et d'expertise, n'a plus son mot à dire. Et c'est de ça qu'il souffre également. Alors, les agriculteurs sont dans la rue pour des motifs qu'on ne connaît pas détail par détail, mais ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a d'autres pays où ça se passe, où la même chose se passe, comme l'Allemagne, par exemple,
où là carrément c'est en train d'imploser l'Allemagne. Donc quand les Allemands commencent à bouger, c'est que le système est en train de vaciller. Le système concernant l'agriculture évidemment, même si on a d'autres sujets sur lesquels on pourrait rentrer. Mais concernant cette agriculture-là, oui, c'est absolument. On a atteint le seuil bas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas si longtemps, on était à 20% d'agriculteurs en France qui contribuaient au PIB. Hein. Aujourd'hui, on a dû tomber à 10-12. Enfin voilà, quoi. C'est une chute verticale. Et cette chute verticale, les agriculteurs se disent, ben c'est pas en ayant réduit la population qu'on gagne mieux notre vie. Non. On est de plus en plus taxé. On est de plus en plus obligé de faire. De par la loi, de par le roi, mais de par Monsieur Macron surtout, mais surtout ils sont subventionnés, c'est-à-dire que s'ils ne vivent pas avec le doigt sur la couture du pantalon, ils voient leurs primes de diverses et variées sauter, comme on dit, hein, et ils ne mangent plus à la fin du mois. Donc ils sont dans un stress permanent. Et tu as prononcé le mot de fonctionnariser tout à l'heure, Bruno. Il y a une part, alors ils sont pas fonctionnaires, faut quand même pas exagérer, mais ils sont des agents de l'État. Voilà, je vais les appeler des agents de l'État. Ça c'est le mot juste. Et donc ils sont chargés sur le terrain de restituer les directives de l'État en matière agricole, exactement comme les notaires sont chargés par l'État de restituer la loi auprès des gens qui font une acquisition d'un bien immobilier, par exemple. Voilà, ils ont un petit peu ce même rôle. Et en plus, ils doivent travailler. Mais on s'aperçoit que le progrès va dans le mauvais sens, c'est-à-dire qu'ils gagnent de moins en moins bien leur vie, que de plus en plus de grosses entreprises viennent manger leur marge, qu'ils ont effectivement la lutte à faire avec la grande distribution qui vient à côté d'eux ou au-dessus d'eux, leur dire le prix auquel elle veut l'acheter et leur montrer, cette même grande distribution, le prix auquel elles vont le vendre, ces grandes distributions, et les agriculteurs sont écœurés de voir qui prend la marge, quoi. C'est pas eux qui prennent la marge, hein, c'est la distribution. On le savait déjà. Ouais. Mais ce sont les riches. Justement, on ne peut pas s'attaquer aux riches. Oui. Justement, Philippe, on peut considérer que les agriculteurs peuvent avoir des nouveaux métiers qui ne sont pas uniquement la production de nourriture, mais qui peut être effectivement vendre à la ferme directement aux particuliers, de plus en plus, ou par Internet, et puis aussi produire de l'énergie grâce à l'énergie solaire, par exemple, grâce à la géothermie. Donc, un agriculteur peut devenir producteur d'énergie. Et puis aussi, il peut devenir aussi quelqu'un de responsable dans le stockage de l'eau, c'est-à-dire pour prévoir des réservoirs pour stocker l'eau de pluie, etc., et la nettoyer, la purifier. Et à partir du moment où on fait ça d'une manière ponctuelle, d'une manière locale, à tous les niveaux, ça éviterait beaucoup de problèmes, notamment d'inondations. Je pense par exemple à ce qui se passe quand on va dans des départements du centre de la France comme l'Allier. Vous avez pratiquement dans chaque exploitation, vous avez une mare, vous avez un petit lac qui garde l'eau de pluie et sans nuire aux nappes phréatiques. Donc ça, c'est quelque chose qui existe depuis des siècles. Mais quand on a tout détruit, quand on a fait le remembrement, qu'on a enlevé les haies, qu'on a détruit tout ça, eh bien, on a perdu beaucoup de choses, notamment en ce qui concerne le maintien, le maintien de l'eau de pluie, en évitant les inondations telles qu'on a, par exemple, dans le nord-ouest de la France actuellement. Alors, à ce stade, il semblerait important de dire que la lutte actuelle des agriculteurs, elle est légitime, mais n'empêche qu'ils ne s'adressent pas aux bonnes personnes, parce qu'ils s'adressent à des usurpateurs au pouvoir qui n'ont que faire de leurs difficultés. D'ailleurs, ils les ont mis dans ces difficultés en les rendant dépendants, comme ils font pour nous au niveau de la santé, au niveau ils essayent de créer les pénuries, etc. C'est-à-dire que les gens qui sont censés écouter le peuple et le protéger font tout le contraire. Donc là, la voix du CNTF-CH est quand même très importante parce que on va rien demander à ces usurpateurs, n'empêche que ces personnes doivent être arrêtées par les forces de l'ordre. Et ça évite quoi? Le coup d'État, ça évite de prendre la force par le
le pouvoir, par la force. Ouais, bien oui, sûr. c'est ça, je cherchais Ouais. mes mots. Je comprends bien. C'est simplement de respecter le droit des peuples, le droit des citoyens et le droit des agriculteurs à vivre de leur agriculture, parce que là, on en a fait des esclaves, comme on fait pour tout le monde. De toute façon, Christiane, il n'y aura pas de liberté pour l'agriculture sans Frexit, sans sortir de l'Union européenne, sortir de l'Europe dans laquelle on n'aurait d'ailleurs jamais dû être, étant donné qu'avec l'usurpation donc du référendum de 2005, on ne devrait pas être dans la Constitution européenne. Et puis aussi toutes ces normes et tous ces traités qui font qu'on a une concurrence déloyale avec des produits agricoles qui viennent de toute une série de pays du monde où il n'y a pas les mêmes normes que chez nous. Donc, je pense au bœuf aux hormones, etc. On a tout ça qui vient chez nous alors que on impose à nos agriculteurs des normes absolument absurdes qui les empêchent d'être concurrentiels. On parle agriculture et énergie, il me vient une question, est-ce que l'on va obliger les agriculteurs à utiliser l'énergie électrique dans leurs tracteurs? Ouais. Non, il tourne au rouge, ce qu'on appelle, c'est pas le gros rouge, hein, c'est le carburant qui ressemble au diesel, mais qui est justement teinté en rouge et qui est défiscalisé pour les agriculteurs. Mais voilà. Il pourrait très bien utiliser plus tard l'hydrogène ou utiliser du méthane pour du gaz naturel pour alimenter leur moteur grâce donc à la méthanisation des déchets agricoles. Ouais, c'est ce que je pensais pour les agriculteurs bretons qui s'embêtaient avec le lisier. Ils pourraient le transformer en énergie. Exactement. Donc il y a effectivement toute une série de solutions techniques pour l'énergie du chauffage sous les serres, l'énergie du tracteur, tout le monde a besoin d'énergie. Il y a des solutions pour en produire soi-même. Tu as cité un certain nombre de cas. On peut rajouter les algues qui sont une solution de création d'énergie, paraît-il, extraordinaire. Mais ce sont des directions qui ne sont pas piochées, qui ne font pas l'objet de recherches particulières, et c'est bien dommage. Donc voilà, mais toutes les solutions existent. Dans la bascule, quand le peuple sera, je dirais, souverain dans sa propre direction, dans sa direction, ouais. Eh bien, on s'apercevra qu'il y a toute une série de solutions qui nous ont été cachées, tout simplement. Hein. Donc aujourd'hui, on est dans la cachotterie, si je puis dire. Demain, on sera dans la divulgation. Et une fois qu'on sera dans la divulgation, il faudra tous, les uns les autres, réfléchir à la société qu'on veut voir émerger. Donc il y a un temps pour râler, il y a un temps pour constater que les agriculteurs sont mal payés, sont mal rémunérés, et puis surtout qu'ils sont en train de perdre pied en France et en Allemagne et dans d'autres pays. Et se dire que ces gens, il faut leur rendre effectivement le goût du travail et l'envie de travailler, parce que pour l'instant, ils n'ont plus d'espoir. Alors qu'il y a plein de choses à faire, plein de choses à faire. Et donc, pendant ce temps-là, M. Macron double les taxes sur le gaz, comme tu le disais tout à l'heure, Bruno. Et il fait vraiment tout ce qu'il faut pour que ça énerve, quoi. Hein. Donc, au bout d'un certain temps d'énervement, même si on est, comme nous le sommes, des gens sensés, réfléchis et qui voulons d'abord trouver des solutions plutôt que de rentrer dans la récrimination, eh bien, il y a d'autres gens, et c'est bien naturel, hein, et même chez nous, qui sont un peu en colère, quoi. Donc, est-ce que c'est le but de ce gouvernement d'envoyer dans la colère toute une série de personnes pour jouer la provocation et jouer surtout la répression derrière, quoi. Donc, on va bien voir ce que 2024 nous apportera en la matière. Mais je pense qu'on ne peut pas éternellement revivre les mêmes expériences comme celles qu'on a vécues depuis 2018 avec les Gilets jaunes. Donc il va forcément se passer des choses, mais des choses différentes, puisque voilà, ça n'a pas marché. Nous n'avons aucun écho par rapport à tout ça, mais on s'attend à beaucoup de choses. Voilà. Et dans l'immédiat, nous sommes partis pour 48 heures de liberté. Bah oui, c'est le week-end qui arrive et ça n'a pas encore été interdit, donc on va pas s'en priver. Et merci Philippe, merci Bruno, merci Christiane, merci à vous également qui nous regardez. Le prochain rendez-vous, ce sera après le week-end, ce sera lundi. Week-end que nous vous souhaitons excellent, tout comme la soirée. À lundi, au revoir.